The Last of Us, la série post-apocalyptique de HBO, est inspirée de la série de jeux vidéo éponyme, acclamée par la critique. Voici ce que vous devez vous rappeler avant la seconde saison. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première saison a été diffusée le 15 janvier 2023 et a duré 9 épisodes. Elle couvre les événements du jeu original du début à la fin, y compris Left Behind qui se concentrait sur Ellie et sa meilleure amie avant qu'elle ne rencontre Joel. La série HBO a également rencontré un succès incroyable, tant auprès des fans du jeu que des nouveaux spectateurs n'ayant jamais joué au jeu. Les joueurs ont salué sa fidélité à l'adaptation du jeu vidéo, tandis que les nouveaux fans ont été enchantés par l'approche unique et terrifiante et réaliste de la série face à une apocalypse de ce type. La saison 2 sera enfin diffusée le 13 avril 2025, plus de 2 ans après la fin de la première saison. Cette vidéo reprend quelques-uns des détails les plus importants de la saison 1 que les fans doivent retenir avant de regarder la saison 2. The Last of Us ne présente pas de virus zombie classique, ni d'apocalypse zombie classique. En fait, la franchise ne traite pas techniquement de zombies. L'infection cérébrale du cordyceps est en réalité une infection fongique parasitaire. Le plus terrifiant est son côté quelque peu réaliste, car le cordyceps existe bel et bien. Communément appelé champignon zombie, le cordyceps est un genre de champignon parasite. Dans la série, c'est une souche mutante du cordyceps appelée Ophiocordyceps qui est à l'origine de l'apocalypse. Dans l'univers de The Last of Us, il n'existe aucun remède contre l'infection cérébrale. Les docteurs ont avancé la théorie en 1968 selon laquelle le cordyceps pourrait être la raison de la fin de l'humanité. Personne ne les a écoutés. La série évolue lorsque l'épidémie éclate. Dans le jeu, l'épidémie a eu lieu en 2013, mais dans la série, elle se déroule en 2003. L'Ophiocordyceps unilateralis est également un champignon bien réel. Il est surtout connu pour son impact sur les fourmis. L'Ophiocordyceps modifie le comportement des fourmis, les tue et commence à se développer hors de leur corps. En fleurissant sur la tête de ses hôtes, l'Ophiocordyceps produit des spores. C'est plus ou moins ce qui arrive aux humains dans The Last of Us. La série HBO suggère que le réchauffement climatique a permis à ce champignon de muter et d'infecter les humains. Avant l'épidémie qui a tout détruit, Joel avait une fille prénommée Sarah. Son univers tourne autour de Sarah. Les jeux et la série télévisée montrent clairement que Joel et Sarah sont très proches, d'autant plus que la mère de Sarah n'est plus là. La nuit de l'épidémie, Joel tente de fuir la ville avec Sarah et son frère Tommy. Sarah se blesse à la cheville lors de l'évacuation. Finalement, Joel et Sarah rencontrent un soldat qui a reçu l'ordre de tuer toute personne présentant des signes d'infection. Joel informe les soldats de la situation et insiste sur le fait qu'ils ne sont pas malades. Le soldat reçoit l'ordre de les abattre malgré tout. Joel tente de protéger Sarah, mais les coups de feu finissent par la tuer. Le pire dans la mort de Sarah, c'est qu'elle était totalement évitable. Sa mort est le résultat de la paranoïa, de la panique et de l'ignorance. Si elle était morte à cause de l'infection, c'était une chose, mais mourir parce qu'un soldat a tiré sur un enfant en est une autre. Joel ne s'est jamais remis de la perte de Sarah, il est devenu contrebandier et hors la loi après sa mort, sans se soucier du prix que cela lui coûterait. Le traumatisme causé par la mort de Sarah l'empêche également de nouer une relation avec Ellie au début de leur voyage. Dans les jeux vidéo, il existe environ une demi-douzaine de variants, ou de niveaux de cordyceps. La série HBO simplifie largement la situation en ne proposant que 4 niveaux. Au stade 1, les infectés ont encore une apparence essentiellement humaine. Ils présentent généralement des pupilles dilatées, des yeux injectés de sang et des veines visibles à travers la peau, notamment autour du visage et du cou. Des vrilles se forment et dépassent de la bouche. Ces vrilles permettent aux infectés de propager l'infection par morsure. Au stade 2, les rôdeurs ont encore une apparence essentiellement humaine, mais des hyphes se développent sous la peau. Cela provoque chez les infectés des anomalies cutanées telles que des bosses poussant la peau. Au stade 3, les claqueurs sont les monstres les plus emblématiques. Infectés depuis longtemps, ils n'ont plus l'air humain. L'infection est devenue si grave que le crâne de l'infecté se fend en deux, permettant aux champignons de se développer davantage à partir du cerveau et de sortir du crâne, provoquant la formation de plaques fongiques terrifiantes qui engloutissent la majeure partie de la tête. Au stade 4, les colosses sont le pire cas d'infection que les fans voient dans la saison 1. Les colosses sont un stade avancé de l'infection qui surpasse même celui des claqueurs. Il faut des années à une personne infectée pour devenir un colosse. Il n'en a donc pas beaucoup. On les appelle colosses car le champignon a tellement grandi que le corps de l'hôte a atteint une taille supérieure à celle de n'importe quel humain. Ils sont également entièrement recouverts de plaques fongiques, ce qui leur confère une résistance aux attaques, même aux coups de feu. Après l'épidémie de 2003, l'armée américaine et l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes, FEDRA, ont mis en place de nombreuses zones de quarantaine pour les survivants non infectés. Ces zones sont sous le contrôle strict de l'armée. Toute personne vivant dans une zone de quarantaine doit contribuer d'une manière ou d'une autre, même si cela implique d'occuper les pires emplois possibles. Les rations alimentaires sont également décrites comme étant vraiment faibles.
Globalement, les zones de quarantaine ne sont pas des endroits agréables à vivre, mais elles sont généralement sûres. Cela dit, l'occupation militaire n'a pas été bien accueillie par tous. Certaines zones de quarantaine sont tombées aux mains des infectés, tandis que d'autres ont été renversées par des rebelles. Tous les survivants ne vivent pas non plus à l'intérieur des zones de quarantaine. De nombreux petits groupes et colonies s'étendent au-delà des zones, mais ils sont souvent dangereux ou ne cherchent qu'à protéger leur propre intérêt. Ellie et Joel croisent le chemin de plusieurs groupes dangereux, certains recourant même au meurtre et au cannibalisme pour survivre. Cependant, toutes les colonies ne sont pas hostiles. Le frère de Joel, Tommy, vit dans une ville étonnamment charmante, Jackson, dans le Wyoming. Les Lucioles sont un groupe important dans l'univers, notamment dans la saison 1. Il s'agit d'une milice révolutionnaire qui s'oppose à l'oppression militaire dans les zones de quarantaine. Elles sont également l'un des seuls groupes à rechercher activement un remède contre l'infection. Pour certains, les Lucioles sont un symbole d'espoir. Le groupe souhaite redonner aux États-Unis leur gloire d'antan ou du moins s'en rapprocher le plus possible. Le groupe représente la liberté, la démocratie et l'équité. Parallèlement, les Lucioles sont un groupe radical qui recourt à la violence si nécessaire. La série les met en scène en train d'attaquer une zone de quarantaine. Certes, cela peut nuire aux militaires qui contrôlent la zone, mais aussi aux civils innocents qui y vivent et tentent simplement de survivre. Les Lucioles s'intéressent particulièrement à Ellie, car le groupe pense qu'elle pourrait être la clé de la création d'un vaccin contre l'infection. Marlène, leur chef, engage Joel pour faire sortir Ellie de la zone de quarantaine et la mener dans l'une de leurs bases. Comme mentionné, les Lucioles croient qu'Ellie est la clé de la création d'un vaccin. Si le groupe est convaincu, c'est parce qu'Ellie est immunisée. Dans l'épisode 7 de la saison 1, les fans découvrent un flashback de la nuit où Ellie a été mordue par un infecté. Cet épisode est basé sur le DLC Left Behind du premier jeu. Il raconte l'histoire d'Ellie et de sa meilleure amie intérêt amoureux Riley qui s'échappe pour explorer un centre commercial abandonné. Le bruit des adolescentes attire inévitablement une vague d'infectés. Ellie et Riley luttent pour survivre, mais elles sont tous deux inévitablement mordues. Elles se promettent de perdre la raison ensemble et d'attendre la fin. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Riley s'est transformée, mais Ellie ne l'a jamais fait. La série HBO laisse entendre que l'immunité d'Ellie provient des circonstances de sa naissance. Pendant l'accouchement, Anna, la mère d'Ellie, a été attaquée et mordue par un infecté. Elle a tué l'infecté avec un couteau qu'elle a également utilisé pour couper le cordon ombilical d'Ellie, exposant ainsi Ellie au virus. Anna était également amie avec Marlène, qui a donc un engagement personnel envers Ellie qui va au-delà de son immunité. À la connaissance des personnages principaux, Ellie est le seul cas connu d'immunité à l'infection cérébrale par le cordyceps. La série n'a jamais confirmé l'existence d'une autre personne partageant l'immunité d'Ellie. Cela ne veut pas dire qu'Ellie est la seule. Il se peut que d'autres personnes soient immunisées et l'ignorent parce qu'elles n'ont pas été infectées, ou qu'elles le soient, mais le sachent et n'en parlent pas. L'immunité d'Ellie est au cœur de toute la série. Si Ellie n'était pas immunisée, elle n'aurait jamais traversé le pays avec Joel. Ellie et Joel n'auraient jamais entretenu de relation. Le jeu et l'adaptation télévisée seraient une toute autre histoire si l'immunité d'Ellie n'avait pas été un facteur clé. C'est ce qui rend l'histoire si spéciale. Ellie étant la seule immunisée prouvée, c'est ce qui la rend si importante pour les Lucioles. Marlène, l'amie d'Anna, est prête à soumettre Ellie à des expériences, voire à la mort, si cela permet d'obtenir des résultats. Ce n'est pas une décision facile pour Marlène, mais elle se sent obligée de la prendre. Si Ellie doit mourir pour que le reste de l'humanité puisse prospérer à nouveau, qu'il en soit ainsi. Les Lucioles considèrent Ellie comme leur seule véritable chance de sauver le monde du cordyceps. La dure réalité est que les Lucioles avaient prévu de tuer Ellie. L'infection cérébrale nécessite de prélever des échantillons sur le cerveau de Ellie. Marlène et les autres Lucioles attirent Joel et Ellie sous de faux prétextes. Ils pensent tous deux qu'Ellie se contentera de passer quelques tests et s'en sortira. Pour obtenir les échantillons dont ils ont besoin, Ellie doit mourir. Marlène et les autres Lucioles ne le disent jamais à Ellie, la privant de son choix car elle ne dispose pas de toutes les informations. Ils n'en informent Joel qu'une fois Ellie préparée pour l'opération. Lorsque Joel découvre que les Lucioles planifient de tuer Ellie, celle-ci est déjà préparée et emmenée au bloc opératoire. À ce stade de l'histoire, Joel et Ellie voyagent ensemble depuis des mois et ont eu amplement le temps de se rapprocher. Joel a sauvé la vie d'Ellie plus d'une fois et Ellie l'a sauvée en retour. Joel en vient à considérer Ellie comme sa propre fille. Il l'aime et est prêt à tout pour la protéger. L'annonce de sa mort imminente pousse Joel à une tuerie à l'hôpital des Lucioles. Il tue quiconque tente de l'empêcher d'accéder au bloc opératoire. Il tue même les médecins qui projettent d'ouvrir le cerveau d'Ellie. Le nombre de morts accumulés par Joel pour sauver Ellie est aussi impressionnant que terrifiant, mais il réussit à lui sauver la vie. Cette décision met en place toute l'histoire du deuxième jeu. The Last of Us étant prévu pour durer plus de 2 saisons, la saison 2 s'écartera probablement quelque peu du scénario original ou ne couvrira qu'une partie du deuxième jeu. Après avoir sauvé Ellie des Lucioles, Joel part avec Ellie dans ses bras, toujours inconsciente à cause des sédatifs.
Ellie se réveille dans une voiture avec Joël. Déconcertée, elle interroge Joël sur ce qui s'est passé. Mais Joël ne peut se résoudre à lui dire la vérité. Il lui confie que les Lucioles ont arrêté de chercher un remède après avoir découvert d'autres cas d'immunité. Il lui apprend également que l'hôpital a été attaqué par des pillards et que Joël a eu du mal à les sortir tous les deux vivants. Ellie semble sceptique, l'histoire de Joël ne semble pas tenir la route, mais Ellie a désespérément besoin de croire qu'il lui a dit la vérité. Elle ne remet pas en question sa position avant d'être presque de retour à Jackson, où elle fait jurer à Joël qu'il dit la vérité. Entre les deux jeux, Ellie apprend la vérité, ce qui crée un profond fossé entre elle et Joël. Ce sera probablement un point crucial de l'intrigue de la saison 2, c'est donc l'un des moments les plus importants qu'on risque de voir. Maintenant la question qui se pose, toi, quel est ton niveau de hype pour la saison 2 de The Last of Us? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il me tarde que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner car je vous ferai un épisode par épisode. Vous avez compris quoi. Bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.